ces dernières années, comment se porte le marché de l'art, bien, pas bien. Je ne sais pas où sera l'action Tesla ou Google dans 10 ans, mais je sais que dans 100 ans, on continuera d'acheter des ventes des Picasso. En fait, le marché de l'art a plusieurs particularités. Il nécessite, si on veut s'y intéresser, du réseau. Il nécessite de l'expertise et il nécessite des moyens financiers qui sont stratosphériques. L'idée qui était la nôtre, elle était véritablement de pouvoir donner accès à des particuliers, à cette classe d'actifs, sans baisser la qualité de l'investissement. C'est quoi un peu la stratégie d'investissement de Matisse ? Dans ce marché, probablement comme dans le marché de l'immobilier, il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit vous spéculez sur la valeur future, soit vous battez le marché à l'acquisition. On a chez Matisse une trentaine de personnes dont la moitié de l'équipe n'est consacrée uniquement, purement, simplement à l'expertise au département d'achat et vente d'œuvres d'art. Je crois que notre rentabilité moyenne aujourd'hui, elle doit être de 16,9. Le premier million d'euros, il a été dur à aller chercher. Aujourd'hui, on collecte 1,5 million par semaine. Mais lorsqu'on vient présenter un tableau de soulage, on peut faire 2 millions en 1 heure. Nous, nos clients ne sont pas toujours nos membres, ne sont pas toujours des gens qui ont une appétence pour le marché de l'art, bien au contraire. J'insiste sur ce point et ça va vraiment t'intéresser et intéresser nos auditeurs et téléspectateurs parce que... Salut Arnaud, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Entretien Cash. On va pouvoir parler d'investissement dans l'art. En plus, ça fait une bonne continuité puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé William de Bolero, une plateforme qui permet d'investir dans la musique. Donc là, on va parler plutôt investissement dans l'art pictural, si je me trompe pas, puisque tu es cofondateur de Matisse et vous vous permettez d'investir dans des tableaux. Pour te réexpliquer un peu le principe, nous, avec Entretien Cash, vraiment, je te pose un maximum de questions en tant qu'investisseur potentiel. Voilà, je vais gratter le sujet pour savoir si oui ou non investir avec Matisse dans un de vos club deals, ça serait une bonne idée pour moi d'un point de vue stratégie patrimoniale, investissement, comprendre un peu tout ça, comment ça fonctionne. Bonjour Adrien, merci beaucoup de ton accueil. Alors, pour commencer, je vais dresser un tableau très rapide, mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Matisse, d'où vient votre plateforme et voilà, qu'est-ce que vous permettez de faire d'un point de vue investissement? Bien sûr, avec joie. Alors Matisse, c'est une société d'investissement régulée par l'autorité des marchés financiers qui a pour ambition d'institutionnaliser l'investissement dans le marché de l'art auprès des particuliers et auprès des professionnels de la gestion de patrimoine à travers des club deals entre 500 000 et 5 millions d'euros pour les œuvres qui sont acquises. À partir de 20 000 euros, on peut avoir accès à ces opportunités d'investissement à partir de 20 000 euros. Le tout dans un cadre régulé avec sur des œuvres d'art, d'artistes fondamentaux du XXe siècle. Ok, très bien. Ça. Si je résume aussi d'une certaine manière, moi je m'occupe de tout ce qui est placement alternatif chez Financiero, dont une partie crowdfunding. On pourrait dire c'est un peu du crowdfunding spécialisé dans l'art. C'est vous financez, du coup vient l'asset club deal, et donc vous financez à plusieurs avec les investisseurs l'achat d'une œuvre. Oui, c'est assez juste. En fait, le marché de l'art a plusieurs particularités. Il nécessite, si on veut s'y intéresser, du réseau. Il nécessite de l'expertise et il nécessite des moyens financiers qui sont stratosphériques. Ce dernier point a pendant très longtemps créé un mur haut pour les investisseurs qui souhaitaient s'intéresser à cette classe d'actifs. Soit ils avaient les moyens, l'expertise et le réseau pour pouvoir acheter des œuvres d'artistes importants et donc se sécuriser, avoir des œuvres qui soient les plus sécurisantes pour eux, les plus liquides et les plus rémunératrices. Soit nos investisseurs, collectionneurs, achetaient des pièces à des montants qui étaient moindres, mais avec des niveaux de risque qui étaient beaucoup plus élevés, surtout s'ils s'intéressent à l'œuvre d'art en qualité d'investissement. L'idée qui était la nôtre, elle était véritablement de pouvoir donner accès à des particuliers, à cette classe d'actifs, sans baisser la qualité de l'investissement. Ok. D'ailleurs, peut-être avant de rentrer dans les particularités du fonctionnement de certains club deals que vous avez fait, voilà, tout le monde ne connaît pas forcément le marché de l'art, en tout cas aussi dans sa dynamique globale d'un point de vue chiffre. Donc pour les néophytes comme moi et d'autres qui nous écouteraient, voilà, est-ce que tu peux nous dire
Ah oui, des chiffres, mais aussi des tendances. Voilà, ces dernières années, comment se porte le marché de l'art? Bien, pas bien? C'est pour moi la très bonne question par laquelle il faut commencer, parce qu'effectivement, lorsqu'on s'intéresse à une classe d'actifs, et je ne parle pas nécessairement du marché de l'art, je pense qu'il faut aller regarder, fouiller un petit peu, et plus que gratter, mais vraiment creuser pour s'intéresser à ce marché, sa profondeur, etc., etc. Alors, lorsqu'on parle du marché de l'art, souvent, c'est des termes, sont des termes un peu dévoyés, parce que le marché de l'art, ça reviendrait à parler du marché de l'immobilier mondial. Ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, le marché de l'art, on peut aller le segmenter sur de l'art ancien, sur de l'art contemporain, de l'art moderne, et puis aussi par valeur. Je vais vous donner quelques chiffres. D'abord, le marché de l'art, c'est 1700 milliards d'œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde. D'accord. Donc, on a un marché qui est important. Ensuite, c'est un marché qui est ancien. On achète et on vend des œuvres d'art depuis qu'elles sont créées. Donc, vous imaginez qu'il y a des œuvres d'art depuis des milliers d'années. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour nous, parce que dans une certaine forme de sécurité qu'on vient chercher dans un investissement, eh bien, lorsqu'on s'intéresse à un Picasso, on s'intéresse à un artiste sur lequel il y a des résultats de vente aux enchères, des échanges depuis 120 ans. Donc, c'est pas des nouvelles classes d'actifs. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et comparé aux cryptos, parfois on se pose toujours ça la n'a rien question, à voir. est-ce Ça n'a rien que à ça voir. va continuer? Ça fait 10 ans, 15 ans que ça existe. Est-ce que ça va durer pendant 20 ans? Là, c'est vrai qu'on a plus d'historique. Je ne sais pas où sera l'action Tesla ou Google dans 10 ans, mais je sais que dans 100 ans, on continuera d'acheter des ventes des Picasso. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Je pense que tu poses la question fondamentale sur le marché. Et avant de se poser la question, d'abord, que ce soit dans le marché de l'art ou dans n'importe quel autre marché, il faut comprendre ses réflexes, sa façon de fonctionner et aller étudier quelques chiffres. Plus que gratter, il va falloir creuser. D'abord, le marché de l'art, c'est un marché qui pèse 1700 milliards de dollars d'œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde. Ça, c'est une première chose. On a affaire à un marché qui est profond et qui est international, qui se caractérise par son internationalité. Ensuite, nous avons affaire à un marché qui est ancien. Je ne parle pas que d'art grec et d'art romain. Il y a des échanges dans les œuvres d'art depuis qu'il y a des œuvres d'art. Mais lorsqu'on s'intéresse à un marché comme celui d'Andy Warhol, par exemple, on s'intéresse à un marché qui a 70 ans. Lorsqu'on s'intéresse à un marché comme celui de Picasso, on s'intéresse à un marché qui a déjà 120 ans de maturité. Donc, ce n'est pas un marché qui débute, ce sont des marchés qui sont anciens, qui sont installés. Lorsqu'on continue de regarder les chiffres, le marché de l'art, lorsqu'on le segmente avec des chiffres de valeur, on se rend compte que c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'on peut le penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 78% des œuvres dans ce marché de l'art mondial s'échangent à moins de 1000 $. 8 pièces sur 10 s'échangent à moins de 1000 $. 95% des œuvres dans le marché de l'art mondial s'échangent à moins de 50 000 $. Alors, ça devient un marché qui est beaucoup plus accessible que les gens ne le pensent. Toutefois, il se trouve que ces 95% des œuvres dans le marché de l'art mondial représentent un petit peu moins de 15% de la valeur du marché. On a un Pareto très disproportionné, très exagéré. Et donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à nous diriger, si on s'intéresse à l'œuvre d'art en qualité d'investissement, c'est-à-dire à travers des critères de liquidité, de sécurité, de plus-value, de potentielle performance, eh bien, il va falloir s'intéresser aux 150, 200 plus grands artistes. Et vous allez vous rendre compte que c'est plutôt des artistes du XXe siècle. Qui en fait sur lequel il y a de la valeur, il y a du volume, il y a des échanges. Je vais te donner continuer avec quelques chiffres sans écraser à coups de massue nos auditeurs, mais c'est important de comprendre qu'une œuvre sur deux qui est vendue dans le monde a été réalisée après 1945. Impression Soleil Levant. La moitié des œuvres, c'est après 1945, après-guerre. Oui. Impression Soleil Levant, qui est la première œuvre impressionniste au monde, réalisée par Monet entre 1872 et 1873. L'exposition impressionniste commence en 1874. Quand on regarde 1874 jusqu'à nos jours, on a à peu près 95% du marché de l'art mondial en valeur et en volume. Donc déjà, la première chose, c'est qu'acheter de l'art ancien, c'est très contre-intuitif, mais c'est pas si rassurant que ça, parce qu'il n'y a pas d'échange de marché. Donc ça, c'est important de comprendre lorsqu'on s'intéresse au marché de l'art, lorsqu'on se pose la question sur quoi investir. Si vous voulez qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des échanges, donc privilégier le XXe siècle et la seconde moitié du XXe siècle. D'accord ? Et ensuite, lorsqu'on regarde la typologie de prix, eh bien, des œuvres plutôt entre 500 000 et 5 millions, pour la raison suivante,
En dessous de 500 000, vous avez un marché qui est trop concurrentiel, où il est difficile d'opérer une plus-value. Et au-dessus de 5 millions, c'est difficile à acheter et c'est surtout très difficile à vendre parce que le nombre de collectionneurs qui dépensent plus de 5 millions sur un tableau se réduit Commence à se faire très rare. de manière très rare. Oui, ça se fait de manière rare. C'est un peu comme dans l'immobilier. C'est-à-dire que dans l'immobilier, il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord de payer 1 million d'euros pour acheter 100 mètres carrés à Paris que d'acheter un studio de 30 mètres carrés au Mans. Alors, ça sera beaucoup moins cher, mais la profondeur de marché est bien moindre. Et bien, c'est la même chose pour le marché de l'art. Si vous voulez vous intéresser à cette classe d'actifs, regardez les artistes fondamentaux du XXe siècle qui ont façonné l'histoire de la forme du XXe siècle. Il faut d'abord aller au musée, regarder tout simplement ces grands artistes qui ont façonné l'histoire de l'art, et puis regarder leur marché. Il y a des super artistes qui n'ont pas beaucoup de marché. Il y a des artistes de marché qui n'ont pas une grande profondeur ou une grande importance historique. Il faut conjuguer valeur artistique, valeur financière, plutôt dans le XXe siècle. Ok. Et après, si on prend... parce que là, tu nous as dit 1700 milliards de dollars en valeur d'œuvre d'art chez les particuliers. Mais après, en termes de dynamique, parce que par exemple, voilà, il y a certains marchés, on entend, ça dépend un peu. Alors surtout quand tu parles de gros montants, ça dépend parfois, tu sais, du nombre de millionnaires. Est-ce qu'il y a de plus en plus de millionnaires dans le monde? Est-ce que ces millionnaires-là s'intéressent justement à l'art, à acheter, je sais pas, des Ferrari, etc. Là, pour cette dynamique sur le marché de l'art, est-ce qu'on est plutôt dans une tendance porteuse? Alors, on fait la vidéo là, septembre 2025. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ces dernières années? Alors, c'est très stable. Curieusement, c'est très stable. C'est-à-dire que quand on regarde la valeur des échanges annuels dans le marché de l'art mondial, on a affaire à peu près à 70 milliards de transactions annuelles entre, on va dire, 55 et 70 pour le haut. Mais depuis 15 ans ou 20 ans, on a toujours entre une moyenne de 60 milliards de transactions annuelles. C'est énorme. C'est énorme, mais pas grand-chose, parce que c'est quoi? C'est peut-être une demi-journée d'échange à cours sur la bourse de Wall Street. Donc, vu comme ça, c'est pas grand-chose. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce chiffre, c'est qu'on a une valeur qui est très stable. C'est-à-dire que le monde évolue, qu'il y ait de la croissance ou de la décroissance, que les gens soient de plus en plus riches ou pas. Il y a une espèce j'allais dire, d'harmonie dans la valeur qui est assez impressionnante et qui est difficile à expliquer en réalité. Les collectionneurs qui achètent des œuvres, à un moment donné, ils vivent avec, ils en sont très heureux et ils ont tendance à les garder. Les collectionneurs vivent avec leurs œuvres. Nous, on privilégie des échanges qui sont plutôt rapides. Notre thèse d'investissement, c'est des durées de détention entre 1 et 3 ans pour la plupart de nos club deals. Mais les collectionneurs, quand ils vivent avec leurs pièces, ils peuvent les acheter pour les transmettre. Vous voyez? Donc, c'est aussi étonnant, c'est aussi marrant parce que ces artistes qui sont importants, qui sont collectionnés par ces gens qui ont de l'argent, ils vont tous collectionner des Picasso, des Warhol, etc. Mais une œuvre de moins pour le marché, c'est une œuvre gelée. Donc, qu'est-ce qui entraîne dans un marché qui est gelé? Eh bien, on a une baisse de l'offre, on a une augmentation de la visibilité, une augmentation de la demande, notamment à travers les musées, la visibilité, et donc on a une augmentation mécanique des prix vers le haut. Donc on se retrouve avec de moins en moins d'œuvres disponibles de ces grands artistes qui augmentent en prix et moins d'œuvres mais plus de valeur. Eh bien on se retrouve à un marché qui est assez stagnant en réalité. D'accord, c'est intéressant. Et oui, j'imagine que parfois, comme tu l'expliques, voilà, on a envie de transmettre à ses enfants, mais effectivement, c'est plutôt si jamais les enfants, eux, s'intéressent moins, il va y avoir des successions, et c'est vrai que parfois on a des belles ventes aux enchères qui viennent de successions, mais voilà, c'est encore une fois des cycles qui sont plutôt longs. C'est pas comme une action, on va dire, tiens, j'achète, je revends, ou parfois on décide de faire ça sur quelques mois, quelques années, voire plus court. Mais oui, alors ça c'est pour les collectionneurs, évidemment, qui achètent leurs œuvres d'art pour des raisons artistiques d'abord, pour des raisons sociales bien sûr. C'est rarement dit, mais ça existe, c'est évident. Un vieux marchand new-yorkais qui m'avait dit ça. En dessous de 100 000, j'achète pour moi. Au-dessus de 100 000, j'achète pour les autres. C'est assez amarrant, cette phrase. Concernant les collectionneurs qui sont un petit peu plus jeunes, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change d'abord parce qu'ils s'intéressent à l'œuvre autant qu'ils s'intéressent à l'expérience transactionnelle. À l'expérience de la détention, mais à l'expérience de l'achat également.
Des galeristes très importants comme Perrotin, par exemple, ont bien compris toute l'importance d'avoir des shows qui étaient curatés par des stars, etc. Euh, Perrotin a fait venir Pharrell Williams dans sa galerie un nombre de D'accord. fois important, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est important et qui n'existait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc il y a quelque chose qui change chez les collectionneurs qui sont un petit peu plus jeunes, qui eux aussi ne veulent plus qu'on leur serve un discours qui consiste à dire que la meilleure façon d'acheter une œuvre, c'est de le faire avec son cœur. C'est plus suffisant. Autrefois, on pouvait vendre une œuvre, on pouvait vendre une provenance, etc. Mais la question de la valeur financière était, j'allais dire, quasiment subsidiaire dans la détermination de l'acquisition. Il fallait surtout que la pièce plaise. Aujourd'hui, on a affaire à une clientèle, à des collectionneurs, clients, qui s'intéressent à acheter une œuvre qui leur plaise, mais ils veulent pas nécessairement surpayer cette pièce. Ils n'accepteront pas, parce que c'est simplement le prix de leur plaisir, de surpayer cette pièce. Alors qu'il y a un petit surplus de 10, 15, 20%, pourquoi pas, mais c'est fini les transactions, on peut faire x2 ou x3, simplement parce que le collectionneur aime cette pièce. C'est plus suffisant pour lui, mais c'est aussi rassurant parce que c'est un marché qui s'assainit et qui a un prix qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus organisé. Mais ça, c'est lié à une génération comme la nôtre. On veut bien se faire plaisir, mais on ne veut pas payer plus cher que les autres. Oui, il y a une approche du coup aussi un plus peu financière, patrimoniale, effectivement beaucoup plus financière. patrimoniale, beaucoup plus financière. D'accord. Et nous, ça nous correspond plutôt bien parce que on est, j'allais dire, c'est notre clientèle et c'est aussi pour ça qu'on a créé Matisse. La première ambition, lorsqu'on s'intéresse à ce marché, eh bien, c'est de savoir combien vaut l'œuvre. Pour savoir si on fait une bonne affaire, il faut savoir combien ça vaut. D'où l'importance d'avoir un marché assez profond pour avoir des données, pour un peu comparer, etc. Comment est-ce qu'on compare? Comment est-ce qu'on sait que telle œuvre vaut tant? Si on prend le parallèle toujours dans l'immobilier, eh bien, on a des résultats de vente résultats de vente notaires, des actes notariés. Mais un commissaire-priseur, qu'est-ce que c'est? C'est un officier du ministère public. Lorsqu'il opère une transaction sur le marché de l'art, elle est publique. D'accord. La difficulté, c'est que toi, tu vas sur mètre-carré.com, tu as un agrégateur qui te donne le prix au mètre carré sur les 10 dernières transactions de ton appartement depuis 100 ans. Mais dans le marché de l'art, il faut aller chercher la donnée à droite et à gauche. Donc, le client particulier, il a beaucoup moins accès à cette information. Nous, notre boulot, c'est agréger l'intégralité des transactions des artistes que l'on considère est important, sur lesquels il y a de la valeur et du volume dans le monde. On sait très bien que cette œuvre de Warhol en 1986 est vendue à tel endroit, à tel prix. Donc, sur des artistes sur lesquels il y a beaucoup de volume, Warhol, c'est 70 000 œuvres. Warhol, c'est 70 000 œuvres. Picasso, c'est presque 50 000 œuvres. Donc, on a affaire à des artistes qui ont travaillé de manière sérielle, sur lequel on a un track record en dizaines d'années qui permet d'affiner notre expertise avec énormément de précision. Et dans ce marché, probablement comme dans le marché de l'immobilier, il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit vous spéculez sur la valeur future, soit vous battez le marché à l'acquisition. Dans le marché de l'art, on bat le marché à l'achat, mais pour battre le marché à l'achat, il faut exactement savoir combien ça vaut et combien va être capable de le revendre. Ça fait une très bonne transition où, justement, après avoir dégrossi un peu le marché de l'art, son fonctionnement, merci parce que c'est vraiment très clair et c'est, je pense, un marché que effectivement on n'a pas l'habitude forcément de manipuler. Mais les réflexes sont les mêmes. Exactement, oui, c'est vrai aussi. Et du coup, peut-être de manière plus précise, alors justement, tu commences à parler de battre le marché de l'art et justement, tu peux nous dire un peu c'est quoi un peu la stratégie d'investissement de Matisse. Voilà, moi je suis sur des différentes classes d'actifs. Par exemple, je parle de SCPI. Les SCPI, par exemple, elles vont dire, moi, j'investis en Europe, sur la logistique, voici la raison. Vous, c'est quoi un peu votre moyen de Très dire, clair. on va réussir à gagner de l'argent et offrir une rentabilité? Alors, d'abord, on l'a dit tout à l'heure dans la granulométrie du marché, si on s'intéresse à l'œuvre d'art, on peut s'y intéresser pour 3 raisons. Pour des raisons artistiques, je l'ai dit, évidemment. Avant d'acheter une œuvre d'art comme un investisseur, il y a d'abord des collectionneurs et des artistes qui ont produit les œuvres parce qu'ils les aiment. Donc, parce qu'ils en avaient besoin. Donc, il y a d'abord une considération artistique. Il y a une considération sociale
Et c'est un bon moyen de mettre de l'argent sur son mur sans dire qu'on est riche, mais tout le monde le sait. De le faire avec goût, on va dire. Ça offre un passeport pour l'éternité d'avoir des œuvres d'art au-dessus de ta cheminée. C'est pas négligeable. Et puis, il y a la partie financière. Il se trouve que les professionnels du marché de l'art, ils achètent moins en se posant la question s'ils aiment les œuvres d'art ou si ça fait bien chez eux, que plutôt de savoir combien ils vont les revendre, donc combien ils les ont achetés et combien de temps ils vont les détenir. Donc, cette partie financière, il faut revoir ce marché et se dire qu'est-ce qui nous intéresse dans un investissement. Pas nécessairement dans le marché de l'art, dans un investissement. Lorsqu'on pose la question aux clients, qu'est-ce qui vous intéresse à travers une classe d'actifs, souvent, évidemment, on va revenir d'abord la sécurité, la liquidité, le rendement ou le potentiel de performance, la fiscalité, la facilité de l'actif, de la gestion de l'actif, etc., etc. Dans le marché de l'art, la vision qui est la nôtre, lorsqu'on se rapproche au plus près des ambitions des investisseurs, si je dois donner de manière très concrète un nom et un exemple, on va aller se diriger sur des œuvres importantes, des œuvres représentatives d'artistes fondamentaux. Donc, on va acheter une œuvre importante de Warhol, une œuvre importante de Picasso, parce que le marché est le plus liquide, parce que le marché est le plus international. Et la plus-value, il y a deux façons de l'opérer. On l'a dit tout à l'heure, battre le marché à l'acquisition ou spéculer. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas où sera le marché de Warhol Picasso. Évidemment, j'ai quelques idées, mais c'est pas ça qu'on envisage. On se dit pas, on achète maintenant au prix du marché et on reviendra présenter cette pièce à la vente lorsque le marché aura évolué. Non, on bat le marché à l'achat. Et donc, pour battre le marché à l'achat, il faut avoir de l'expertise, de la conviction, des réseaux pour sourcer les œuvres. Mais vous savez, le client particulier qui va vous vendre une pièce, si cette œuvre, il l'a achetée 20 000 € en 2000, peut-être qu'elle en vaut 3 aujourd'hui, mais s'il la vend 2, il n'aura pas perdu d'argent. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir de la trésorerie. Il faut avoir du cash et il faut être capable de le déployer rapidement. J'insiste sur ce point et ça va vraiment t'intéresser et intéresser nos auditeurs et téléspectateurs parce que il existe une particularité dans ce marché, c'est qu'il est opéré avec moins de 1% de dette. Je répète, il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art mondial. Si vous comparez avec le marché financier et le marché immobilier, vous voyez que c'est surinjecté de dette. Mais cette dette, elle a une influence colossale sur les cours immobiliers et les cours financiers. Le marché de l'art sans dette, ça en fait un marché qui est extrêmement sain. D'autant plus que c'est un marché qui est extrêmement international. Donc, il suit non pas une financiarisation d'une économie, mais il suit l'économie. D'accord. Donc, un marché où il n'y a pas de dette, ça veut dire que les acheteurs, les marchands d'art par exemple, sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. Pour faire une exposition Warhol avec 15 tableaux, il faut que de leur poche, ils aient déployé 20 millions, 30 millions, 40 millions. S'ils n'ont pas ce cash, il ne leur est pas possible de faire cette exposition. Et c'est là que nous, on intervient. C'est là que nous, on intervient parce que le galeriste, lui, il ne peut pas tout suivre. Il est limité par ses propres moyens. Il va suivre 5, 7, 8 artistes maximum sur lesquels il va avoir des intérêts, il va essayer d'acheter, vendre des pièces, etc. Mais un galeriste qui repère une super œuvre de Soulages, d'un artiste d'abstraction lyrique, l'art d'après-guerre, expressionniste abstrait américain, etc. Si ce galeriste est spécialisé dans le pop, en fait, il n'a pas les clients pour vendre le Soulages. Même s'il sait que ça vaut 3 et qu'il peut l'acheter à 2 et qu'il a le cash, il n'ira pas parce qu'il n'a pas le réseau. Et d'autres, ils n'auront pas les moyens. Et d'autres n'auront pas l'expertise. On a chez Matisse une trentaine de personnes dont la moitié de l'équipe n'est consacrée uniquement, purement, simplement à l'expertise, au département d'achat et vente d'œuvres d'art. Donc, on repère les pièces, on a la trésorerie, on achète les œuvres et les œuvres sont ensuite conduites, elles sont proposées, elles sont confiées à des professionnels du marché de l'art qui désormais reçoivent nos œuvres en dépôt, les vendent, mais pour eux, ils n'ont plus besoin de sourcer et surtout, ils n'ont plus besoin d'immobiliser leur trésorerie. On va les rendre asset free,
on va les dérisquer, on va dérisquer leur bilan en leur confiant des millions d'euros d'œuvres d'art qui vont pouvoir vendre sans avoir désormais l'obligation de immobiliser leur trésorerie. Et ça change tout dans le paradigme et dans le fonctionnement de ce marché qui fonctionnait comme des marchands de biens immobiliers sans dette. Quelle difficulté! Marchands de biens sans dette. Et on a affaire désormais à des gens qui sont en train de changer leur activité en agents immobiliers. Désormais, ils ont une vitrine à moindre coût, avec moins de marge, mais beaucoup plus d'objets à vendre. Ok. Non, et puis c'est vrai que moi je m'intéresse un petit peu à l'art de manière générale et j'ai des amis à moi qui travaillent alors plutôt dans l'art ancien mais qui sont vraiment c'est leur métier. Des très grands experts. Et en fait c'est vrai qu'elle notamment pour il y a un côté alors c'est pas forcément des gros montants mais effectivement elle sait faire des coûts entre guillemets, elle sait voir dans une vente aux enchères que si elle achète à 4 000 €, elle est persuadée qu'elle va trouver en le mettant autre part, elle va le revendre 10 000 € parce qu'elle va tomber sur quelqu'un qui est intéressé par ça. Elle va le réarbitrer. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est ça une grosse différence par rapport au marché financier où en fait il y a tellement d'acteurs, tellement d'échanges. En fait, voilà, c'est que ça fige un peu le prix. Tout le monde a une idée du prix et c'est assez dur de faire des arbitrages. Et j'ai l'impression que là, quand on a une expertise, on peut essayer de temps en temps avoir ce côté arbitrage. T'as raison de prendre cet exemple, mais cet exemple, il est très valable sur des œuvres à des montants moindres, sur lesquels il y a moins de communication, moins de visibilité. Oui. Quand on achète un tableau chez Sotheby's à New York à 2,5 millions de dollars, avec toute la visibilité pendant les ventes de mai que ça implique, etc., on a beaucoup plus de compétition. Oui, c'est vrai. Qu'on peut avoir sur la petite vente qu'on a trouvée à Rouen du tableau qui était en mauvais état, qu'on va un petit peu, ou alors sur lequel il y avait un mauvais vernis, et puis on sait que derrière ce vernis, on va trouver quelque chose, etc. C'est pas le même métier, c'est un métier d'expert, de spécialiste, mais les montants sur lesquels on se positionne fait que on va se rapprocher d'un marché, j'allais dire, immobilier et financier. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup plus d'échanges d'œuvres de Warhol par an dans le monde qu'il y a d'échanges immobiliers boulevard Haussmann à Paris. Aussi grand qu'est le boulevard Haussmann à Paris. Ok. Peut-être pour rendre aussi les choses de manière très concrète, parce que c'est vrai que même si vous êtes une plateforme relativement récente, vous avez quand même un historique avec déjà des sessions, bien même sûr. des très belles sessions qui ont été réalisées. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner l'exemple de, sur une ou deux sessions, voilà, quel était le parcours, de partager aussi les chiffres. Voilà. Alors, pour rappeler la thèse d'investissement, on investit sur des œuvres d'artistes majeurs plutôt du XXe siècle, mais c'est le marché qui nous oblige à ça. Des œuvres entre 500 000 et 5 millions parce que moins concurrentielles et avec une marge à opérer. Donc, on se positionne sur ce tableau de Warhol que on repère en vente aux enchères. On crée un SPV, on intègre l'œuvre d'art dans le SPV. Le SPV, cette société régulée, possède cette œuvre d'art. Elle vient émettre des obligations auprès de clients particuliers ou de sociétés d'ailleurs, à partir de 20 000 € et on vient financer l'œuvre d'art tous ensemble à partir de 20 000 € pour acheter cette œuvre d'art à 2 millions. Alors, si on l'achète à 2 millions, c'est qu'on pense que c'est une œuvre qu'on va revendre aux environs de 3, par exemple. Nous avons récemment revendu une pièce de Warhol. Je le disais tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure avec une particularité, chose assez amusant, mais on a affaire à une œuvre qu'on achète, je sais pas, c'est des œuvres à un peu plus de 2 millions, quasiment un peu moins de 2 millions et demi, et qu'on va revendre quasiment 3 millions et demi dans des durées de détention qui sont un peu inférieures, en tout cas pour celle-ci, qui est un peu inférieure à 6 mois, et c'est des rentabilités quasiment de 30%. La thèse d'investissement, c'est durée de détention moyenne entre 1 et 3 ans, avec une rentabilité entre 10 et 20 points. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Je pense qu'on a quasiment un tiers des œuvres qui ont été acquises, j'allais dire, dans les 18 premiers mois de notre exercice, qui ont été revendues.
Je crois que notre rentabilité moyenne aujourd'hui, elle doit être de 16,9, quelque Ok. chose. Ouais, donc, Rentabilité, pas TRI. C'est-à-dire que Mm. comme les durées de détention actuellement sur ces œuvres, ça a été à peu près 8 mois, Mm. évidemment, si on met en TRI, on a plus de 25%. Mais en rentabilité, on doit avoir quasiment 17 points. Ce qu'on vise, la théorie, c'est durée de détention entre 1 et 3 ans avec une rentabilité à 2 chiffres. Voilà. Ok. Est-ce que tu as mais vraiment Un un ou exemple deux précis. exemples très précis? Et d'ailleurs, peut-être qu'au montage, on pourra montrer un peu l'image aussi de l'œuvre en question. Alors, l'œuvre, j'aurais adoré vous la montrer, mais malheureusement, elle ne nous appartient plus. Donc, on a la délicatesse de ne pas parler des œuvres des clients collectionneurs qui ont eu, le bon goût d'acheter cette œuvre. Il y a des artistes qu'on aime beaucoup, comme Joseph Albers, par exemple. Là, pour le coup, on pourra montrer au montage assez facilement des œuvres de Joseph Albers, que vous voyez d'ailleurs sur votre écran. J'ai toujours rêvé de faire ça. De Joseph Albers que vous voyez sur votre écran. Entre 1950 et le milieu des années 70, Joseph Albers a réalisé un petit peu plus de 2000 œuvres qui s'intitulent Homage to the Square. Hommage to the Square. Donc, ces hommages to the Square, des hommages au carré, sont des formats carrés de 40, 60, 76, 1 mètre, 1 mètre 20. C'est toujours des carrés dans lesquels sont peints des carrés imbriqués. Donc, il y a ce rapport un peu cinétique et puis surtout, il y a un rapport à la couleur. Il y a des carrés qui sont imbriqués avec des différences de couleurs. Encore une fois, les spectateurs verront ça très facilement à l'écran. Ce qui est très intéressant lorsqu'ils s'amuseront à aller sur, et peut-être qu'on leur en montrera plusieurs, sur Google Images et qui verront Hommage to the Square Joseph Albers, eh bien, ils vont voir 2700 potentielles œuvres carrées qui sont des carrés, qui imbriquent des carrés. Lorsqu'on s'intéresse à l'actif, on s'intéresse nécessairement à son interchangeabilité. Pour pouvoir estimer une œuvre, nous, on n'achète pas, on cherche pas à acheter l'hôtel au particulier de Depardieu, rue du Cherche-Midi. Je sais rien, il doit être à peu près dans ce coin-là, je crois. Il vaut quoi? Il vaut 30 000 du mètre? 40? 50? 60? Toi, tu sais peut-être, moi, j'en sais rien. Par contre, je sais que 120 mètres carrés à Paris, ça vaut peut-être entre 12 et 15 du mètre. Et ça, c'est très facile de le vérifier. Le marché de l'art, c'est un peu la même chose. Si vous avez acheté une œuvre exceptionnelle ou qui est un petit peu à côté, c'est pour ça que je dis que c'est important d'acheter des œuvres représentatives, eh bien, vous allez vous en rendre compte très très vite en regardant les résultats de vente passées. Il se trouve que sur Joseph Albers, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de résultats de vente aux enchères sur des hommages au carré. Donc, vous avez quasiment un prix par dimension, par couleur. Donc, on regarde les derniers tableaux rouges de 1 mètre qui sont passés en vente aux enchères ces 10 dernières années et on voit l'évolution du prix. C'est très simple. Et donc, Joseph Albers fait partie des artistes qu'on aime beaucoup parce que, forcément, on sait exactement combien ça se revend. D'ailleurs, tout le monde sait combien ça se revend. Et si on l'achète bien, on est capable d'opérer des plus-values jamais très élevées. Joseph Albers, on peut gagner entre 8 et 20%, mais c'est pas un marché sur lequel on fera 50%. Parce qu'on n'attend pas d'abord une hausse de la valeur des œuvres. Et puis surtout, c'est difficile d'acheter 200 000 euros une œuvre qui en vaut 400. Mais par contre, si on paye rapidement, on pourra payer 300, 320 000 une œuvre qui en vaut 400. D'accord. Ok, c'est super intéressant. Alors, après, justement, donc là, on a montré des opérations finies et où ça s'est bien passé. Vous avez 2 ans d'existence, à peu près. Est-ce que vous pouvez nous faire un point, cette fois-ci général, sur justement l'état du portefeuille de Matisse? Il me semble que vous communiquez de manière assez transparente, d'ailleurs, on est obligé, on a les AMF. chiffres. Moi, j'ai vu passer ça, où il y a cette durée que tu évoquais de 1 à 3 ans, et j'ai cru voir que justement, il y a certaines œuvres où ça fait un petit moment qu'elles sont en portefeuille. Est-ce que ça arrive, ou est-ce que tu penses que dans le portefeuille, voilà, il y a certaines œuvres où peut-être une paume à venir, bien sûr, etc. Bien sûr. Alors,
D'abord, je pense qu'un des premiers conseils qu'on peut donner à n'importe quel investisseur, c'est de se diversifier. Nous, on est accessible à partir de 20 000 €. On ne dit pas à notre client, mettez que 20 000 € sur une œuvre. On a plutôt tendance à lui dire, ce que nos clients font en moyenne, c'est mettre 100 000 € sur 5 pièces. Ça, c'est la première des choses. Ça permet justement de lisser les investissements. Ensuite, alors effectivement, on a notre agrément AMF depuis novembre 2023. Donc, on est une société qui est réellement opérante depuis un peu moins de 2 ans. Donc, on a opéré des sorties et aujourd'hui, toutes les sorties ne sont pas opérées, mais sur les peut-être 60 acquisitions qu'on a fait, on a dû en vendre 60, 70, quelque chose comme ça. Un peu moins, je pense 65. On a dû revendre quasiment une vingtaine de pièces. Okay, d'abord, déjà un bon tiers. D'abord, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais surtout, faut comprendre la vélocité de collecte qui est la nôtre. Vous pensez bien que lorsqu'on se présente auprès des cabinets en gestion de patrimoine, des gestionnaires de fortune, des fonds, des banques, le 1er décembre 2023, 1er janvier 2024, et qu'on dit on veut investir dans le marché de l'art, le premier million d'euros, il a été dur à aller chercher. Aujourd'hui, on collecte 1,5 million par semaine. Ah ouais. Donc, on a une capacité à acheter beaucoup plus de pièces. Et donc, lorsqu'on regarde les 60 pièces qui ont été acquises, on se rend compte que la majorité de ces pièces ont été acquises la dernière année ou les 6 derniers mois. Donc, c'est compliqué de vous donner une visibilité sur ça parce qu'elles viennent juste d'être achetées. Oui, il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser un petit peu de temps au temps, comme disait un grand homme. Par contre, les premières œuvres, la majorité des premières œuvres qui ont été acquises ont clairement été débouclées. Et celles qui ne sont pas débouclées, pour le moment, elles sont clairement dans notre thèse d'investissement parce que chaque œuvre d'art a ses caractéristiques. Certaines, on attend des rentabilités peut-être plus élevées dans des durées qui sont plus longues, d'autres, des rentabilités plus courtes dans des durées de détention qui sont plus courtes. Joseph Albers, encore une fois, tout le monde sait que ça vaut 400. Si on l'achète 320, on a gagné. Si on espère le vendre 450, on peut attendre longtemps. Mais si vous achetez 420 et que vous vendez 360, ça peut aller assez vite. Et c'est pour ça que les durées de détention chez nous des œuvres de Joseph Albers sont plutôt rapides. D'accord. Donc, mais par contre, la rentabilité qu'on achète 320, qu'on vend 400, 360, elle est pas si élevée que ça. On a opéré des rentabilités sur des œuvres à plus de 100%. Mais parce qu'on savait qu'en achetant ces œuvres dans d'excellentes conditions, la plus-value était faite. Okay. Là, je crois que la plus-value la plus faible qu'on a pu servir, je crois d'ailleurs que ça doit être sur une pièce de Albers, et on doit être à 8% net investisseur. Non, mais c'est pas nul du tout, on est très content. On est très content. Mais lorsqu'on achète une œuvre, on a besoin de sécuriser suffisamment de cash pour le vendeur qui va vendre, pour l'investisseur qui achète, pour nous qui opérons la transaction. Donc, lorsqu'on achète, on propose par rapport à une valeur du marché des décotes qui sont très importantes. Si nous n'avions pas de cash à disposition de manière immédiate pour opérer les transactions, en fait, on ne pourrait pas battre le marché dans ces conditions-là. Et dans un marché où il y a moins de 1% de dette, c'est notre force importante. Ok, super intéressant. Alors, t'évoquais, ça a été un des sujets que j'allais aborder, le côté aussi de diversification. Donc effectivement, comme tu as dit, avec un ticket minimum à 20 000, si on diversifie sur 5 œuvres, ça fait quand même 100 000 €. Bon, globalement, je pense qu'on peut le dire, Mathis, j'imagine que dans vos clients, vous avez quand même principalement des gens qui ont déjà un gros patrimoine, puisqu'en plus, mettre 100 000 € dans l'art, c'est qu'a priori, on a quand même de l'argent autre part avant de l'investir dans l'art. Alors, nous, on est conseiller en investissement financier pour certaines personnes dans notre équipe qui commercient, enfin pour les gens qui commercialisent ça. On est agréé par l'AMF. On a dans une certaine mesure tout de même un devoir de conseil. On ne fait pas investir 20 000 €, l'intégralité avec de la dette, l'intégralité avec le prêt étudiant, si vous voulez, de celui qui doit faire ses études et qui n'a que ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille avec les gestionnaires de patrimoine, parce qu'ils sont aussi garants de de la bonne gestion financière de leurs clients et de leurs bons conseils. Nos clients, effectivement, ceux qu'on vient cibler sont des gens qui ont des moyens financiers qui sont la plupart du temps conséquents, qui commencent pas leurs investissements par ça, mais c'est pas vu nécessairement comme un produit très diversifiant. C'est-à-dire que
il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce marché. Moi, j'aime bien le prendre entre un marché immobilier et un marché financier. Lorsqu'on regarde les caractéristiques de ces marchés, d'abord, les deux s'opèrent avec de la dette. Le marché de l'art s'opère sans dette. Ensuite, le marché immobilier a une certaine forme de stabilité, là où le marché financier est beaucoup plus volatile. Le marché financier est beaucoup plus liquide, quoique les gens qui investissent dans les CPI, ils les sortent pas tout de suite, mais ils peuvent le faire. Et ça a une valeur. Nous, nos investissements sont bloqués, mais comme ils le sont dans l'immobilier. On ne revend pas un bien immobilier comme ça. Par contre, comme on a affaire à un bien meuble, on a affaire à un bien qui bouge dans le monde entier. Notre tableau de Warhol, on peut très bien l'acheter à Montpellier où j'étais hier, mais on peut totalement le revendre à Londres, à Paris, à Tokyo, à Hong Kong ou au Mans. Il y a des collectionneurs de Warhol et de Picasso au Mans. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous parce que ça vient apporter une fluidité des échanges et une certaine forme de liquidité supérieure au marché de l'immobilier. Inférieure au marché financier, mais supérieure au marché de l'immobilier. Donc, on a affaire à un bien tangible qui a une pérennité de l'actif. J'aime beaucoup dire, et je le pense sincèrement, que nous sommes des dépositaires des tableaux. On a un devoir vis-à-vis d'eux. Warhol ou Picasso, pour ne prendre que, lorsque vous êtes collectionneur et je suis collectionneur, j'ai une responsabilité. C'est un peu comme si je le louais. J'achète cette œuvre, mais finalement, elle était là avant moi et elle sera là bien longtemps après moi. Et j'aime bien me dire que je suis un locataire long terme de ça, en tout cas durant ma vie, de cette œuvre d'art. Mais du coup, ça en fait un actif particulier qui, je trouve, a une place intéressante entre des marchés immobiliers et un marché financier. Notre client moyen a des mois, enfin moyen, client en moyenne plutôt, déploie peut-être 100 000 euros chez nous, mais on a plein de clients qui s'essayent à 20 ou 40 000 euros sur 2 œuvres, par exemple. D'accord. Oui, parce que de toute façon, à partir du moment où ils sont diversifiés sur d'autres actifs et que ces 20 ou 40 000 euros sont cohérents, on va dire, par rapport au reste de leur patrimoine. Il faut que ça soit cohérent avec leur patrimoine. Peut être un ou deux achats de diversification. Oui. Ok. Oui. Très bien. Et on a toutes tous les âges. On a des clients qui ont 20-25 ans, comme on a des gens qui ont 80 ans. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. On le voit parce qu'on ne s'appelle pas Matisse.com, on s'appelle Matisse.club, on a organisé sous forme de club. Donc, on reçoit nos clients, on leur présente les œuvres quand on peut les avoir, quand il y a un restaurateur qui vient voir, qui s'intéresse, qui travaille sur le Picasso, qui le nettoie, eh bien, on fait venir leurs clients, on leur montre, etc. Et on fait des dîners avec les cabinets en gestion de patrimoine pour leurs clients, etc. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, on voit tout ce beau monde qui, en fait, a priori, ne se serait pas rencontré autrement et qui se retrouve là et qui fait connaissance et qui lie à travers cet investissement. Je trouve ça toujours plus sympa. Ça, d'ailleurs, ça fait une bonne transition avec ce que j'allais aborder. C'est que l'investissement dans l'art, comme l'investissement dans la musique, dont j'ai parlé récemment, ce sont comme des investissements passion. Comme investir dans le vin, les montres. Donc, il y a un rapport un peu différent, on va dire, avec ce placement financier quand on le prend sous ce prisme-là. Parfois, on a une appétence, on a envie d'en profiter. Finalement, dans quelle mesure, il faut aussi que les gens sachent, si on investit avec Matisse, dans quelle mesure on peut en profiter? Est-ce que on a le droit, tu parlais de louer, est-ce que finalement on a le droit de l'accrocher une semaine dans son salon? Bien sûr. C'est quoi un peu les avantages qui vont avec? Bien sûr. Alors d'abord, on n'investit pas avec son cœur, on investit avec son portefeuille. Alors il peut être placé à côté du cœur, c'est possible, mais on investit d'abord avec de l'argent. Ensuite, contrairement peut-être à de la musique ou du vin, les gens qui investissent dans la musique ou dans le vin sont des gens qui ont une opinion sur le vin, sur la musique, sur les chevaux, qui aiment ça et qui se diversifient sur cette classe d'actifs parce qu'ils l'aiment. Nous, nos clients sont pas toujours nos membres, sont pas toujours des gens qui ont une appétence pour le marché de l'art, bien au contraire. On a affaire à des gens qui comprennent cette classe d'actifs, qui évoluent sur du long terme, qui a une certaine forme de liquidité, battent le marché à l'acquisition, c'est rassurant, etc. Donc, ils s'intéressent à cette classe d'actifs pour les caractéristiques de cette classe d'actifs. Mais c'est pas nécessairement des gens collectionneurs, d'ailleurs la plupart de nos clients ne le sont pas, et c'est pas nécessairement des gens qui ont une passion pour les œuvres d'art. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, à plein d'endroits, c'est plus facile pour nous. C'est plus facile pour nous parce que quelqu'un qui s'intéresse
qui s'intéressent aux œuvres pourraient tout à fait nous dire « mais je déteste Andy Warhol, je ne financerai jamais une œuvre d'Andy Warhol ». Oui, d'accord, mais le dernier club deal qu'on sort sur une œuvre d'Andy Warhol, il se fait en 6 ou 8 mois et il sort 34% net de plus-value à nos clients. 34 ou 37. Donc, peut-être que vous n'aimiez pas Andy Warhol, madame, monsieur le client, mais c'est dommage parce que votre porte-monnaie en aurait profité et vous-même par conséquent. Donc, l'opinion de notre collectionneur personnel sur l'œuvre, évidemment qui nous intéresse, évidemment que ça pourra diriger son choix en fonction d'une œuvre ou pas, mais lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous dites pas nécessairement j'adore Toulouse, je vais aller habiter à Toulouse lorsque vous avez fait un investissement financier ou immobilier à Toulouse ou à Bordeaux. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est ce que je demande à mes clients investisseurs. Je ne leur demande pas de ne pas aimer les œuvres sur lesquelles ils investissent, mais plutôt de le faire à raison. Et nous, notre premier travail, les conseillers avec lesquels on travaille sont là pour rendre objectif cette valeur et la formation de la plus-value, comment est-ce qu'on va les dégager. Ensuite, eh bien, on se rend compte, et ça, c'est pas nécessairement voulu, mais c'est chouette, c'est que les clients qui investissent dans les œuvres, eh bien, ils se mettent souvent à les aimer. Parce qu'ils les découvrent, parce qu'on a un rapport qui est très didactique aux œuvres d'art. Vous vous connectez sur la plateforme matisse.club, vous avez votre portefeuille d'investissement, vous pouvez choisir l'œuvre sur laquelle vous souhaitez investir. Et là, on vous renseigne. Vous avez des vidéos, vous avez de l'écriture, on travaille avec un historien d'art à temps plein. Tu as vu ça? Donc, on donne beaucoup de contexte financier, bien entendu, c'est la base de notre relation avec notre client, mais aussi artistique, parce qu'on n'est pas là que pour s'embêter. Et ça, c'est plutôt chouette. Et je te disais tout à l'heure que nos clients, du coup, se piquent aussi à ce jeu et sont heureux de découvrir ces nouveaux artistes. Et nous ne nous appelons pas matisse.com mais matisse.club, pas parce que le nom de domaine était pris, mais parce que nous souhaitons véritablement travailler ensemble avec nos clients. On veut que nos clients, on a besoin de les connaître, mais on a besoin qu'ils nous connaissent. Et le mieux, c'est lorsqu'ils se connaissent entre eux. Et donc, on organise régulièrement des dîners. On réunit nos membres à l'occasion de l'acquisition d'une œuvre, on vient fêter ça lorsque la pièce passe en transit, etc. Et ça, c'est assez chouette. On fait des visites guidées régulièrement. J'étais au musée Fabre hier à Montpellier pour l'exposition Soulage. Il y a Art Basel qui se tient à Paris, qui se tient à Hong Kong, qui se tient à Bâle. Donc, c'est des moments importants pour rencontrer nos clients durant les vernissages de galeries, dans les ventes aux enchères. Et puis, nous avons des bureaux dans 3 pays, à Genève, à Milan et à Paris. Donc, on rencontre nos clients, évidemment dans ces villes et dans le monde entier où se passent les événements artistiques. Ok. Ouais, puis c'est vrai que moi, mes parents, pour le coup, ont investi sur un des club deals de Matisse et ma mère aime bien, mais mon père aime vraiment beaucoup l'art et je sais que régulièrement, il me dit tiens, il y a un webinaire Matisse, j'ai prévu d'y participer. Est-ce que toi tu vas le regarder aussi? Je dis pas forcément. Là à cette heure-ci, moi je travaille, mais je sais qu'il vous suit avec attention. Il aime beaucoup tout ce qu'il apprend effectivement dans ses webinaires et ses différentes interventions. C'est important pour nous. On aime beaucoup faire ça. On aime beaucoup communiquer sur notre activité parce qu'effectivement, elle n'est pas évidente pour plein de gens. Elle n'est pas nécessairement connue, elle n'est pas développée. Je vous rappelle qu'on est quand même la seule société, j'allais dire, en France, à avoir cette taille en Europe, à avoir cet agrément, AMF, proposer des club deals de cette façon, avec ce volume transactionnel, avec cette qualité d'investissement. Donc, on défriche un petit peu et on aime bien porter la bonne parole. Une question, alors je ne sais pas si on te la pose souvent, mais moi en tout cas j'y ai pensé, notamment en repensant aux histoires un peu farfelues et passées d'œuvres volées au musée du Louvre. Et puis, mine de rien, si on a réussi à voler des œuvres au musée du Louvre très connues, alors certes, généralement c'est des histoires qui datent un petit peu, mais c'était au musée d'art moderne. Vous sur les segments sur lesquels vous êtes, si c'est exposé dans des galeries, c'est peut-être sécurisé, mais on ne sait pas non plus à quel point. Donc une question un peu sur tout ce qui pourrait mal se passer. Donc j'avais en tête pourquoi pas un vol, détérioration d'une œuvre, un incendie. On a la Grande Crue à Paris
Imaginons, hop, ça monte jusqu'au 11e arrondissement, là où il y a une galerie. Qu'est-ce qui se passe? Je vais Comment ça t'apporter une se une réponse terrible. C'est qu'en fait, pour nous, tout ça, d'un point de vue, c'est terrible, c'est que d'un point de vue investisseur, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'en D'accord. fait, nos clients sont assurés. Qu'en fait, si la pièce, elle disparaît, elle est brûlée, elle est volée, en fait, nos clients sont payés. Ah ouais, d'accord. Donc il y a un mécanisme Il d'assurance. y a un mécanisme d'assurance, d'abord qui commence avec l'authenticité et qui se termine ensuite avec j'allais dire, la protection de l'œuvre. Après, il se trouve que des œuvres d'art, c'est quasiment jamais volé. On vole de l'art ancien, on vole de l'art qui n'a pas de, j'allais dire, qui n'est pas signé, mais vous avez vous avez Interpol qui a toute la liste de toutes les œuvres d'art volées dans le monde, et la moindre œuvre qui est volée et qui est sur ce site et qui est flaguée et qui est quotidiennement, régulièrement je dirais, étudiée par les professionnels du marché de l'art, c'est très simple. On a un tableau de Buren de telle année, c'est pris, c'est rentré, on tape Buren, on regarde, on voit les œuvres volées, la pièce elle apparaît, bon bah voilà, c'est fini. Et du coup, ça en fait des œuvres qui sont invendables. Donc il n'y a pas de vol sur le marché de l'art, ou très peu, en tout cas pas le marché de l'art ancien. Bien sûr, de l'art médiéval, des choses comme ça, on vient piller des églises, etc. Mais parce que on n'a pas la même non plus, j'allais dire, documentation sur ces œuvres, elles sont pas répertoriées de la même façon, alors que tous ces artistes-là du XXe siècle, les œuvres, elles sont photographiées, elles ont été présentées dans des galeries, elles ont été présentées dans des musées, elles ont des provenances qui sont longues comme le bras, elles ont été photographiées 200 fois dans leurs époques, donc on sait, j'allais dire presque année après année, si elles ont été abîmées, etc. Non, les difficultés qu'on rencontre chez les particuliers, souvent, ça peut être éventuellement dégâts des eaux, ça peut être les enfants qui ont joué au football dans la maison. C'est ça qui vient détériorer l'œuvre d'art. Mais le vol, rarement. Et en ce qui nous concerne, on prend toutes les précautions. Les œuvres sont évidemment manipulées avec des gants. Elles sont dans des caisses qui sont spéciales, des caisses qui sont faites pour voyager, ignifugées, etc., qui sont faites. Et puis, elles sont doublement assurées. Elles sont d'abord assurées par Matisse. Mais comme les œuvres sont directement confiées auprès des professionnels du marché de l'art, eh bien, on demande qu'ils les assurent. Ok. Donc, pas de souci à avoir de ce côté-là, effectivement. Pas sur ce côté, et si jamais tu as acheté un Joseph Albers à 320 000 qui vaut 400 000, a priori, si l'assureur l'assure pour 400 000... Nous, on les confie pour 400 000, donc on a une valeur d'assurance à 400 000, on attend d'être remboursé par le galeriste à 400 000. Très bien. On va continuer sur quelques questions un peu techniques, mais que tout investisseur quand même doit se poser. Comment ça fonctionne au niveau des frais de votre côté? Je crois que justement, tu nous as donné des rentabilités nettes de frais, donc ça reste, quoi qu'il arrive, super intéressant. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, surtout qu'on a un mécanisme de vente, bien sûr. Est-ce que vous avez des success fees? Parce qu'on voit bien, par exemple, même sur des SCPI ou de l'immobilier fractionné, il y en a qui mettent en place des success fees pour se dire, comme ça, on vous assure qu'on essaye vraiment de faire le maximum pour super bien revendre. Alors, comment ça fonctionne chez Matisse? Alors, il y a 2 couches de frais. La première, elle est 10% sur l'acquisition. Une œuvre à 1 million, on va la financer sur une base de 1,1 million. Sur ces 100 000 de gains, on va en garder une partie. Il y a une partie qu'on va rétrocéder au partenaire qui nous a présenté un client, banquier, gestion de patrimoine, etc. Et puis, on a une partie qui vient faire fonctionner la société. Cette partie... Et ça, c'est intéressant. On a besoin que l'œuvre soit vendue dans des délais raisonnables. Pourquoi? Parce que nous sommes une société. Contrairement à des CPI, etc., il n'y a pas de frais de gestion annualisés. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut toucher de l'argent ensuite, d'abord, il faut vendre la pièce. On va appliquer 20% sur le carré d'intérêt, 20% de carré d'intérêt sur la plus-value. Donc, le client qui a fait 30%, ça veut dire qu'en réalité, on l'a vendu 4,6, on va la vendu 36. D'accord? Et on va venir prélever 20% et on aura gardé 6 et le client. Mais ensuite, on se rend compte, c'est que tous nos clients qui investissent et qui gagnent de l'argent,
bien ils reviennent. Mm. Parce qu'ils ne reviennent pas avec 100 000 euros. Ils viennent de vendre une pièce, ils remettent 20 000, éventuellement ils prennent un ticket à 25 ou à 30 parce qu'ils ont fait une plus-value, etc. etc. Mm. Donc nous, notre modèle économique, il est basé sur 10% à l'entrée, mais surtout sur les deux autres choses qui sont les 20% de caride et la récurrence du client. En soi, les 10% à l'entrée qui sont partagés, etc., c'est pas les plus rémunérateurs pour nous. Pour nous, ce qui est rémunérateur, c'est pas un client qui fait un deal, c'est un client qui fait 20 deals avec nous. Oui. Ok, non, mais très intéressant. Et puis oui, le carré d'intérêt, ce mécanisme de partage de la plus-value, enfin, voilà, ça fait un alignement d'intérêt. Et nous, on y croit beaucoup chez Financièrement. Oui, et d'ailleurs, et ça c'est un peu notre tambouille interne, mais je ne comprends pas que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, c'est que le carré d'intérêt, il vient payer chez nous nos équipes d'acquisition. C'est-à-dire que le variable de nos équipes d'acquisition dépend non pas des œuvres qui sont achetées, mais des œuvres qui sont vendues. Donc, la qualité de l'actif, elle est garantie le plus possible. Chez nous, elle est préservée parce que le mécanisme de récompense des gens qui achètent les œuvres chez nous est basé sur la revente des œuvres. Leur intérêt direct, évident, il est de revendre la pièce dans les meilleures conditions possibles, le plus vite possible. Ok. Parfait. Et ben, malheureusement, quand même, quand on a une plus-value, il y a les frais, mais il y a aussi la fiscalité. Moi, je me souviens, on va souvent passer ça un petit peu, ceux qui essayaient de contourner un peu l'IFI en disant je vais mettre une partie de mon patrimoine dans l'art. Là, ça va être, j'imagine, un peu différent parce que tu as parlé de SPV, donc des placement financier. Mécanismes. Donc, tu peux nous dire un peu la fiscalité avec Matisse, comment ça se passe? Alors, avec Matisse, c'est très simple, c'est la flat tax. Donc, les 30%. Ça sera les 30% tels que vous avez l'habitude de l'avoir sur n'importe quel placement financier. Comme vous n'investissez pas dans une œuvre d'art, mais dans une société qui possède une œuvre d'art, ça permet d'avoir une comptabilité très simple et ça permet de sécuriser tous les gens qui sont autour. Sinon, on pourrait faire ça sous forme d'indivision, par exemple. L'indivision permettrait de posséder un bout de l'œuvre d'art en propre par les particuliers, mais dans ce cas-là, avec des montants qui sont libres, etc. Donc, ils auraient une fiscalité de collectionneur, soit 6,5% sur le prix de vente, soit 36,2% sur la plus-value. Okay. Certes, mais il n'y a pas on n'est pas agréé à AMF avec un système d'indivision. Ok. Super. Bah, écoute, je pense que c'est très clair. À mon avis, on a déjà un bon paquet d'éléments pour que les personnes sachent un petit peu à quoi s'attendre en investissant chez vous. En tout cas, c'est un sujet vraiment passionnant. On va arriver un peu vers nos questions classiques dans Entretien Cash. Mais avant, j'ai une petite question bonus pour toi. Dis-moi. Le tableau qui est juste là. Oui. C'est moi qui l'ai peint. Bah, parfait. Est-ce que tu peux me faire ta petite analyse d'expert de l'art, me dire ce que t'en penses, qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà, je me suis dit, j'ai l'occasion d'avoir un expert du marché de l'art qui vient. J'aimerais bien avoir son point de vue. Alors, d'abord, c'est très heureux de peindre. Il y a un rapport à la matière qui est tout à fait particulier et moi, j'incite tout le monde à faire de la musique ou faire de la peinture. Vous savez, les écrivains, on le dit souvent, mais on a plus été habitués, ne serait-ce qu'à l'école, à commencer une rédaction, à commencer à écrire et donc inventer quelque chose. Et puis, il y a cette page blanche où il faut bien commencer. Bah, la peinture, c'est un peu la même chose. Quoi faire, comment le faire, etc. C'est les premières problématiques que rencontrent les peintres. Avec quel pigment ensuite, sous quel format, le dessin, etc. Donc ça, c'est assez heureux. Donc j'invite évidemment n'importe qui à toucher un petit peu le matériau. C'est toujours très sympa. Ensuite, la question que tu poses sur la valeur et sur la formation de la valeur. Il faut bien comprendre que l'art, la valeur de l'art, elle s'échange et elle se crée, au carrefour des institutions artistiques et des institutions financières. D'un côté, les musées sont prescripteurs d'une valeur artistique. Les musées, les fondations, les critiques d'art, les conservateurs de musées, ils avalisent la valeur artistique. De l'autre côté,
les galeristes, les marchands d'art sont des gens qui viennent établir les prix et réviser les prix. Maintenant, sur quoi est-ce que ces galeristes s'appuient? La plupart du temps, ils s'appuient sur la qualité de l'œuvre qui est déterminée par le musée. Le musée, c'est formidable et c'est très particulier. Finalement, il est aussi peintre que l'artiste. Au même titre que l'artiste qui tiendrait les pinceaux, le musée détermine ce qui est art et ce qui ne l'est pas. En intégrant un artiste dans un musée, il devient incontestable que l'œuvre d'art a été réalisée par un artiste. Et si elle a été achetée par beaucoup de musées dans le monde, alors ça devient un artiste international. Mais lorsque moi, je peins, qu'est-ce qui fait de moi un artiste? À part le fait d'avoir peint. Est-ce que peindre permet d'être artiste? Qu'est-ce qui fait la différence entre... Et donc, la question dans la formation de la valeur artistico-financière, on se rend compte que le musée est prescripteur de cette valeur artistique. Donc, lorsqu'on a des artistes, ils ne décident pas tout seuls de dire « je suis artiste parce que je peins », mais ils sont reconnus par leur pairs dans un milieu artistique global. Donc moi, cette pièce, j'en pense du bien, je n'en pense que du bien. Est-ce que les musées considéreront que c'est une œuvre d'art? Je ne sais pas. Incontestablement, c'est une peinture. J'espère que tu as été très heureux de l'avoir peint. Est-ce que tu peins encore? Oui, je peins encore. Je profite de mes quelques semaines de vacances en Corse chaque année où j'ai repris un peu tout le matériel après que mes enfants aient un peu grandi pour me remettre à la peinture. Donc maintenant, à chaque vacances, j'essaie de faire à peu près une œuvre. Celle-ci, pour le coup, date un petit peu, puisqu'elle date de 2011. Donc j'en ai des qui sont maintenant avec des techniques un peu plus abouties. Mais voilà, celle-ci, j'aimais bien. J'ai toujours bien aimé l'idée de la composition qu'il y avait derrière. Oui, alors le style, j'allais dire, il est assez proche des artistes de Die Brücke, des artistes expressionnistes allemands des années 20. Il y a un côté évidemment Picasso, un peu comme la buveuse d'absinthe, et puis forcément dans ce travail de Picasso, on va retrouver ce verre d'absinthe qui est tout à fait particulier. Donc c'est un sujet qui est traité. Ici, on a une scène de bar, comme on peut la voir dans les artistes de la Nouvelle École de Paris. Donc on a un sujet qui est classique avec cette femme à demi nue. Et puis cette fenêtre, comme ça, me fait penser un petit peu aux scènes qu'on a dans les tableaux de Van Gogh, notamment les chambres, etc. Avec cette fenêtre. Donc je vois bien les influences classiques qui sont les tiennes lorsque tu as peint ce tableau. Écoute, merci pour ton partage. Et effectivement, j'avais cette réflexion, je trouve assez intéressante, effectivement, sur la reconnaissance par la musée. Et cette question, est-ce que à partir de quand on devient artiste? On diverge vers la philosophie, mais ça fait du bien aussi. Là, on va revenir sur des questions plus classiques. Bassement matériel. Première question qu'on pose de manière standard. Combien as-tu investi à titre personnel dans des clubs deals de Matisse? Si tu peux nous partager ça. Bien sûr, alors avec dans le mécanisme qui est le nôtre, pour apporter des bonnes nouvelles à nos clients et apporter régulièrement, j'allais dire, une œuvre sur l'étagère pour toujours avoir de l'offre. Le marché de l'art est un marché qui fonctionne un peu comme un poumon, comme un cœur. Il y a des respirations, il y a des flux et il y a des moments où on achète et il y a des moments où on vend. Les grandes ventes aux enchères de mai sont des moments où on va, de mai ou de novembre aux États-Unis, à New York, sont des moments où on va vendre. La foire d'Art Basel en octobre, évidemment, il va y avoir des grands vernissages, les galeries vont sortir des œuvres importantes, il va y avoir la foire. Et ça va être un moment où on va plutôt vendre des œuvres. Et puis, il y a d'autres moments où on va collecter des œuvres, etc. Donc, il y a ce moment d'achat et de vente. Sauf que nos clients, eux, ils sont là toute l'année. Ils sont là toute l'année et ils n'ont pas envie de dépenser, en tout cas, on ne va pas collecter 30 millions d'euros un mois et le mois de novembre et ensuite ne rien collecter en décembre, janvier, février parce que sous prétexte qu'il n'y a pas de vernissage, il n'y a pas de galerie, etc. C'est un peu compliqué et on veut autre chose pour nos clients. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On immobilise de la trésorerie, mon associé et moi-même, pour acheter ces œuvres
on les met de côté. Et ensuite, assez régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on vient alimenter la plateforme d'une nouvelle proposition, ce qui permet de lisser l'offre. Donc d'abord, la première investissement qui est le nôtre, et le mien et le nôtre, celui de mon associé, eh bien, c'est l'acquisition systématique de toutes les œuvres. J'insiste sur ce point parce que je crois que c'est probablement l'un des arguments qui est un peu autoritaire, je vous l'accorde, mais qui est probablement le plus rassurant pour nos clients. C'est-à-dire que si, imaginons, nous ne refinançons pas l'œuvre d'art auprès des particuliers, on ne la recollecte pas, eh bien, c'est notre argent qui est mobilisé. Mais notre argent sur les investissements que l'on fait, lorsque l'œuvre est vendue, c'est aussi notre gain. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on a investi ? Et moi, personnellement, on a investi en millions d'euros à travers la société sur des club deals parce que, avant de les financer, on les achète. Mais il se trouve que notre vitesse de collecte, notre vélocité de collecte à peu près 1,5 million, un peu plus par semaine, elle est en absolu. Mais lorsqu'on vient présenter un tableau de soulage, on peut faire 2 millions en 1 heure, en 10 minutes. D'accord. Réellement. Picasso, on peut faire 2 millions en 1 heure. Réellement. Ok. Mais par contre, venir avec un artiste qui est peut-être un petit peu moins connu du grand public, mais pour autant pas moins rémunérateur, peut-être même davantage, eh bien, Joseph Albers, par exemple, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais on a un placement chez nous sur les œuvres de Joseph Albers qui, à mon sens, apporte une immense sécurité à leurs investisseurs. Immense sécurité. Mais les gens connaissent un petit peu moins. Alors maintenant, je crois qu'on a dû en acheter 8 et on a dû en vendre 6. Donc, si vous voulez, quand il faut Joseph Albers, ils sont plutôt attentifs. Mais voilà, l'idée est là. Il se trouve que ça nous arrive d'être copropriétaire d'œuvres parce qu'on n'arrive pas au bout de la collecte éventuellement sur un tableau. C'est pas qu'on n'arrive pas au bout de la collecte. C'est que on l'a stoppé aussi. On la vend. Non, c'est pas qu'on la stoppe. C'est qu'on la vend avant la fin de la collecte. Comment on bat le marché à l'acquisition ? Il se trouve qu'il y a beaucoup de deals qui sortent dans des délais qui sont extrêmement rapides. Donc, on achète une pièce à 2 millions, on la finance à 1,5 million sur, disons, 1 mois. On a d'autres club deals qu'on ouvre au fur et à mesure. Donc, les clients, ils sont répartis, etc. 1,5 million, c'est ce qu'on fait par semaine, mais ils sont répartis sur plusieurs club deals. Mais il se trouve que cette œuvre-là, eh bien, au bout du mois, on a financé que 1,5 million sur les 2 millions. On sait très bien que si on la laisse un mois de plus sur la plateforme, on va financer le reste. Enfin, il n'y a pas de sujet. On les finance, les œuvres. Mais on veut quand même les vendre. Donc, on ne va pas attendre de tout financer pour la commercialiser. Comme les œuvres sont déjà notre propriété et celle de notre client, on la commercialise tout de suite. Les œuvres sont achetées, elles sont commercialisées. Donc, ça nous est arrivé, et à plusieurs reprises, de vendre des pièces qui n'étaient pas intégralement refinancées par des particuliers. Et donc, c'est nous qui avons pris la plus-value. Nous étions co-investisseurs au même titre que nos membres, que nos clients. Ok. Ah, c'est super rassurant, effectivement, sur le mécanisme qui vous force, on va dire, de facto, effectivement, à croire, on va dire, dans l'œuvre que vous proposez aux membres. Donc, écoute, parfait. Et dernière question, on va sortir un petit peu de l'investissement dans l'art. Justement, en dehors de ces placements que tu fais et de ce milieu que tu pratiques, pour tes placements financiers, est-ce qu'il y a 1 ou 2 placements que t'aimes particulièrement ou que tu aimerais faire dans un horizon proche? J'adore l'immobilier. J'ai un prisme immobilier qui est très fort. Alors, pour quelle raison ? Je pense que j'aime la pérennité de l'actif. Je pense que j'aime son caractère effectivement très rassurant. Alors, évidemment, ça nécessite de la gestion, ça nécessite tout ça, mais je suis plus rassuré à acheter un bien immobilier que je trouve important, etc. plutôt. Et en plus, j'adore mener les travaux. En fait. D'accord. Personnellement, j'adore mener les travaux, mais c'est un peu comme dans l'œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on achète une œuvre, tu parlais de ton ami qui achète son œuvre, etc., 4 000 €, eh bien, il vient enlever le vernis, changer le cadre, etc. C'est un travail qu'on fait. Nous, on valorise l'œuvre d'art. Le Picasso, peut-être de ton papa, on a acheté plusieurs, donc je ne saurais pas lequel c'est, mais
Aujourd'hui, on a un de nos tableaux qui part dans un musée dans le nord de l'Europe. Ça fait partie de la valorisation. On parlait de la prescription de la valeur, ça fait partie de la valorisation. L'œuvre est achetée, elle est confiée à un musée. On sait très bien qu'elle va le sortir avec un pédigré qui vient lui donner davantage de légitimité. Nécessairement, ça va avoir une incidence sur le prix. Nécessairement. Peut-être que dans l'immobilier, acheter des ruines dans des endroits que je trouve plutôt pertinents, refaire des travaux, valoriser, mouiller un petit peu la chemise et organiser la revente derrière tout simplement, ou bien une location, et c'est un truc qui me plaît. Ok, super. Ben écoute, voici qui clôt notre épisode d'entretien cash dédié à l'investissement dans l'art et avec Mathis. J'espère que pour les personnes qui nous ont vus et ou entendu, ça leur a donné envie en tout cas de s'intéresser à ce marché. Pourquoi pas, si vous en avez les moyens, que ça fait du sens par rapport à votre stratégie patrimoniale, franchir le pas et devenir co-investisseur d'une ou plusieurs œuvres. On l'a vu pour la diversification chez Mathis. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. On a abordé quand même pas mal de sujets, mais donc pourquoi pas aussi poser des questions en commentaire si jamais il en restait. On pourra y répondre. Et puis, comme d'habitude aussi, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes d'Entretien Cash. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment ravi de faire celui-ci avec toi, Arnaud. Merci Adrien et bravo. Allez, à bientôt.